Dans le cours précédent, nous avons étudié l'espace, les fibrés vectoriels, les jets fibrés sur une courbe d'un point de vue essentiellement arithmétique, c'est-à-dire de donner une description des groupes 8 fib G, des jets fibrés sur une courbe, en termes de cohomologie galoisienne et certains quotients automorphes. Dans cet exposé, nous considérons essentiellement le même objet, mais d'un point de vue géométrique. Désormais, fib G n'est plus seulement un groupe 8, mais un foncteur en groupe 8. Un foncteur qui est associé à tous K algèbres à un groupe 8, et ce foncteur forme un champ algébrique qui sera l'objet de base de notre étude. Alors, du moment qu'on parle des champs algébriques, on pourrait parler des composantes connexes, on pourrait faire l'étude des déformations, on pourrait calculer des dimensions. Ce sont des notions qui n'étaient pas accessibles lorsqu'on considère fib G simplement comme un groupe 8. On va aussi aujourd'hui considérer les Rachmaniniennes affines, qui sont des contreparties locales de l'espace mobile de fibré. Alors, on va commencer par le cas, de nouveau, on va commencer par le cas des fibrés vectoriels, qui ont des descriptions les plus explicites et aussi historiquement que les plus étudiées. Donc, le cas des fibrés vectoriels. Donc, on a, comme du premier cours, on a toujours notre courbe X, qui est une courbe projective et lisse sur un corps K, qui la plupart du temps serait un corps algébriquement clos ou un corps fini. On va considérer fib N non plus comme un groupe 8, mais comme un foncteur en groupe 8. Donc, qui associe à toute K algèbre tout K schéma S. Donc, fib N va associer à tout K schéma S le groupe 8 des fibrés vectoriels de rang n sur X fois S. Donc, il s'agit d'étudier des familles de fibrés vectoriels sur X qui sont paramétrées par le schéma test S. Donc, on autorise S à de se varier et le tout va former un champ algébrique. Donc, fib N, c'est un résultat qui est désormais classique. Vous pouvez trouver des démonstrations dans le livre de Lomo Morebai, par exemple, que fib N est un champ algébrique lisse et localement petit fini. Cela veut dire qu'on a un morphisme Cela veut dire qu'il existe
un cas schéma test, un cas schéma S, et puis un point de fibre N à valeur dans S, et un morphisme un cas schéma qui est lisse et localement de type fini. Est un morphisme de S dans fibre N qui serait lisse et surjectif. Donc, ce qui est le sens de dire que fibre N, d'abord, il faut qu'il soit un faisceau en groupoïde, et ensuite qu'il est en quelque sorte représentable par un champ. Ça veut dire qu'on peut trouver une sorte d'atlas qui ici prend le sens d'un morphisme lisse surjectif d'un certain schéma S qui serait lui lisse et localement de type fini. Et donc avec cela on pourrait traiter fibre N comme une variété algébrique presque. Mais il n'est pas une variété algébrique, en particulier parce que les fibres vectorielles ont des automorphismes. Et cela pose un problème, surtout pas si on considère des familles de fibrés dont le groupe des automorphismes varie. Alors, en quelque sorte, pour contraindre que le groupe des automorphismes soit aussi petit que possible et donc soit constant, Mumford a introduit la notion de fibré stable. Donc un fibré vectorien V sur X est dit stable si pour tout sous-fibré V' dans V, on a le degré de V divisé par le rang de V' soit strictement plus petit que le degré de V divisé par le rang de V. Donc cette définition peut paraître un peu curieuse de première vue, mais il a une interprétation topologique qu'un fibré est stable, d'après le théorème de Narasimha-Seshadri, si seulement si il admet une connexion unitaire d'un côté et de l'autre, surtout au-dessus des nombres complexes. Cette définition est aussi équivalente à dire que les endomorphismes, donc le fibré des endomorphismes ne contient pas le fibré trivial, donc ceci est 0. Cela veut dire que le fibre vectorien V n'a pas d'automorphismes infinitésimaux. Donc s'il y a des automorphismes, ça formerait un groupe fini. Et là, on peut démontrer alors que que les fibrés stables forment
un sous-champ ouvert fib n stable de fib n. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour tout schéma test, et pour tout fibre vectoriel, donc de rang n, V sur X fois S, donc ce qui équivaut donc à un morphisme de S vers fib n. L'ensemble des points S dans S tels que V restreint à X fois petit s, donc là, ça c'est Vs, est un fibré stable. Alors, l'ensemble de ces points stables forme un sous-schéma ouvert. Ouvert de fib n. Oui, donc sous-schéma ouvert qu'on va noter S stable. Donc c'est ça le contenu de l'assertion que les fibrés stables forment à un sous-champ ouvert. C'est une assertion qui doit être vérifiée sur tout schéma test. Mais schématiquement, on pourrait dire aussi que on a fib n qui est le champ algébrique qui nous intéresse. À l'intérieur, il y a ce fib n stable qui est un sous-champ ouvert qui paramètre les fibrés stables. Et donc pour tout fibré qui est paramétré par S, donc on a équivaut à un morphisme de S à fib n. C'est lorsqu'on forme le produit cartésien, alors S stable est un sous-schéma ouvert de S. Mais c'est ça qu'on démontre, mais on sous-entend qu'il existe cet objet qui est un sous-champ ouvert de fib n, tel que l'assertion qu'on démontre se retrouve par changement de base. Voilà. Et Montfort a démontré que les fib n est un champ de ligne Montfort, dans le sens où il a ou un champ où les sous-groupes d'isotropie, les groupes d'isotropie forment une groupe finie. Et donc, il est supporté par un espace algébrique, ici un schéma, supporté par maintenant une variété algébrique. Un schéma. Pour tout champ de Montfort, il est toujours supporté par un certain schéma, et c'est le schéma des fibrés stables.
Voilà. Donc, essentiellement, j'ai un peu résumé la théorie des fibrés. D'abord, on a le champ algébrique de tous les fibrés, qui lui n'est pas, qui est vraiment un champ d'actine. Ça veut dire que les groupes d'automorphisme peuvent ne pas être finis. Ensuite, on a défini un sous-champ ouvert qui paramètre seulement les fibrés stables. Et ce sous-champ ouvert est un champ de Lie-Mumford. Il est supporté par un schéma, un schéma de Tiffiny. Un schéma qui est de Tiffiny. Voilà. Et on a, par la théorie des formations, on a que le FibN est lisse. Donc essentiellement, on a fait le calcul de H0 ici. HI et lisse, ça vient du fait que H2 de X dans le endomorphisme de V est nul. Et la dimension de FibN est moins la caractéristique de les points carrés de dim de H1 X de V moins dim de H0 de X. Donc c'est un nombre qui peut être calculé en fonction du genre de la courbe et l'entier n. Et on a aussi le résultat sur les groupes de composants connexes. On a donc si, en supposant que X est géométriquement connexe, alors l'application de FibN vers Z qui envoie un fibré vectorien V sur le degré de V induit une bijection entre le groupe de composantes connexes, donc l'ensemble de composantes connexes de FibN avec l'ensemble des entiers. Donc, en particulier, l'ensemble de composantes connexes de FibN est un groupe abélien, qui n'est pas évident a priori, puisque le GLN n'est pas abélien. Donc voilà, c'est tout ce dont on aura besoin en quelque sorte de l'espace de module de l'espace ou le champ classifiant des fibrés. Maintenant, on va parler de la contrepartie locale de l'espace de module fibré qui est la Rachmaninoff affine. Donc, dans le cas GLN, je vais appeler la Rachmaninoff affine des réseaux. C'est quoi cet objet? Donc on va fixer un point X dans X. On a donc le complété Fortman XX qui est le spectre de l'anneau complété en X. On a XX pointé qui est le spectre du corps des fractions de OX. Donc c'est le complété de F en X. Et donc on considérait le Rachmaninoff affine du réseau qui est un foncteur. Maintenant c'est un foncteur ensembliste.
Donc, il n'est plus à valeur du groupe 8, mais c'est à valeur dans les ensembles. Donc, il associe à toute K algèbre R l'ensemble Qn R de qui seraient l'ensemble des RT crochets modules projectifs V qui sont munis d'un isomorphisme V tenseur RT, donc avec R double parenthèse T, avec le module standard, donc avec RT à la puissance n. Voilà, ici T c'est un uniformisant de OX, de sorte que OX sera K double crochet T. Donc pour faire ça, on a supposé que K est le corps résiduel du point X. Évidemment, ça pourrait être plus grand, mais ça ne pose pas de difficulté. Et le théorème de base ici est que ce foncteur Qn est représentable par une limite inductive de schéma projectif qui forme un système injectif dans lequel toutes les flèches sont des dimensions fermées. Dans lequel les flèches sont des immersions fermées. Donc pour abrévier, on va dire que Qn est un in schéma in projectif. Donc c'est pour dire que Qn est une limite inductive de schéma projectif qui forme un système dans lequel toutes les flèches sont des immersions fermées. Voilà. Donc la preuve de ce théorème n'est pas du tout triviale. Et, ça repose sur des théorèmes de géométrie algébrique relativement difficiles. Je ne vais pas rappeler toutes les démonstrations, en fait je ne rappelle quasiment pas les démonstrations. Quand les matériels que je présente ici sont relativement standards, il y a des très bons... il s'agit plutôt de mettre en place les choses dans un certain ordre pour notre étude. Alors, la démonstration ici se repose sur le lemme suivant.
D'abord, on peut supposer, ici, on peut toujours supposer que R est notérien. Donc, ça ne coûte pas de se restreindre le foncteur aux anneaux notériens. Et là, dans le cas notérien, R est notérien. Alors, donc ici, on a V doit être un sous-RT module de RT à la puissance N. Donc, alors, on a que le soit V rond en dessous R double crochet T module de RT à la puissance N tel que V tenseur RT R double parenthèse T est un isomorphisme avec RT à la puissance N. Alors, donc il est localement libre. Devant N. Alors, il existe un entier grand N tel que T à la puissance N, RT à la puissance petit n soit inclus dans V et V est inclus dans T à la puissance moins grand N, RT petit n. Et en plus, le quotient de R moins N RT, T moins N RT à la puissance N divisé par V, soit un R module plat, le forcément de type fini. Et inversement, donc on a aussi l'implication dans le sens inverse. Donc je ne vais pas écrire, mais je vais dire oralement, si on se donne un réseau V, donc un R réseau V, qui soit coincé entre T puissance grand N, le module standard, et T puissance moins N, le réseau standard, en plus le quotient de T moins N, le quotient qu'on peut former, soit plat au-dessus de R, alors V est forcément un RT module localement libre. Donc la démonstration n'est pas évidente. En particulier, la deuxième assertion repose sur le critère de platitude par fibre de Grothendieck, mais je vous envoie la référence à l'article de Zhu, de Xin-Wen Zhu, qui a écrit une excellente introduction à Rachmaninoff, qui donne la démonstration de ce lemme et du théorème de représentabilité. Donc vous voyez, une fois qu'on a admis ce lemme, au lieu de... on voit bien que Qn soit une limite inductive du schéma de ce sens. Classifie des RT modules qui soient coincés entre T à puissance Z et T à puissance moins Z. Vous voyez que le quotient maintenant entre ces deux réseaux fixes
est un K-espace vectoriel de dimension finie. Et donc, ce point de volume est représentable par un schéma projectif. Donc, qui est un sous-schéma fermé de la race Magellan binaire. Et il est clair aussi que quand grand N varie, on obtient un système de schéma projectif sur le corps de base K qui s'injectent les uns des autres par des dimensions fermées. Voilà. Donc ça c'est une référence introduction. La dernière pièce qu'on veut mettre en place dans le cas des fibres vectorielles dans N est le morphisme du local global. Cela revient au théorème de Recommand-Fermat. De Beauville et Laszlo. Donc ce qu'on veut faire, c'est à partir d'un réseau, donc on a un point dans Qn, donc c'est un fibre vectoriel sur le disque formel, muni d'une trivialisation sur le disque pointé. Donc on pourrait envisager de le recoller avec le fibre trivial sur la courbe privée du point petit x. Donc cela est évident lorsqu'on le fait sur au lieu de disque formel, on fait sur l'anolocane par exemple, l'anolocane de la courbe x sur le point x. Si on le remplace, le complété formel par l'anneau local, l'anneau localisé, le recollement est évident, c'est simplement la descente finalement plate de Grothendieck. Mais si on veut le faire avec ce qui est vraiment strictement local, plus que strictement local, ça veut dire complété formel, là le recollement n'est plus du tout évident. Et ça c'est un théorème qui est dû à Beauville-Laszlo. Donc l'énoncé est comme suit, donc soit A, un anneau commutatif, c'est un 4 extrêmement général. Et T, un élément de A qui est régulier. C'est que A est régulier. Donc la multiplication par T est injective dans A. Et donc on va noter A', donc la localisation qui est définie en inversant T d'une part, et on va noter A chapeau, donc le complété formel, donc la complétion de A pour la topologie théadique. Donc, on complète par la topologie qui est définie par les idiots des puissances de T, engendrées par des puissances de T. Alors, on a une équivalence de catégorie. Il y a une équivalence de catégorie entre la catégorie entre la catégorie des A module M
qui sont T réguliers. Donc, on se restreint au module dans lequel la multiplication par T est injective. Donc on a une équivalente catégorie entre cette catégorie et la catégorie des triples des triplets, donc M', M chapeau et phi, où M' est un A module, comme la notation l'indique, est un A' module. M chapeau est un A chapeau module T régulier. Et phi serait le morphisme de recollement. Donc phi est un morphisme de recollement, donc phi est un isomorphisme de M' tenseur A', A' chapeau. A' chapeau est la complétion de A' par rapport à la topologie théadique avec M chapeau tenseur avec A chapeau et A chapeau prime. Donc voilà. Et cette équivalence envoie un module, un M module projectif donc M module A projectif en des M' chapeau projectif sur A' et A chapeau. Voilà. Avec cela, on voit bien que on applique à ces situations où A est donc si on remplace la courbe par une courbe affine, donc X égale un spec A, et donc on a X, on a donc un T tel que le T est l'idéal défini le point X. Et alors on a donc pour tout R, tout K algèbre R, on a donc le A tenseur R et on a aussi le A' tenseur R et on a aussi le R A tenseur, la complété formelle. Donc en appliquant le théorème de Bouville-Laszlo, on obtiendra donc un morphisme de foncteur de Qn vers φn. Donc c'est un morphisme local et global. Et, et au niveau de composantes connexes, on a π0 de Qn qui est aussi Z, que j'ai oublié de mentionner, donc qui est π0 de Qn et aussi Z, qui s'envoie aussi π0 de φn qui est Z. Donc c'est induit un isomorphisme dans le cas où le petit k est algébriquement clos. Si k est un confini ou n'importe quel confini, ce morphisme sera la multiplication par le degré du point fermé petit x. Avant de généraliser des résultats qu'on vient de rappeler sur l'espace de module fibre vectoriel et la race manière affine des réseaux, au cas des G fibrés, où G est un chemin en groupe sur la courbe X,
je dois rappeler quelques faits de base sur les structures des groupes réductifs, et en particulier les formes de ceux-ci sur un corps. Donc, F serait toujours le corps des fractions rationnelles d'une courbe. Ici provisoirement, c'est un corps quelconque. Et F bar, la quotient séparable de F. Et donc, on commence par un groupe G, un groupe réductif sur F bar. Donc, sur un corps séparément clos, les groupes sont tous déployés. Donc, il admet des tors déployés, des tors maximaux déployés et des sous-groupes de Borel qui contiennent ceci. Voilà, donc T est un tore maximal, donc qui est forcément déployé puisqu'on est sur un corps géminement clos, et B, un sous-groupe de Borel. On va noter toujours lambda, le groupe de cocaractères de T, donc c'est le groupe de homomorphisme algébrique de GM dans T. Donc ce sera un groupe isomorphe à Z à puissance R, où R c'est dimension de T, ou c'est le rang de G, et son dual, lambda check, est le groupe de caractères. Donc c'est des homomorphismes de T dans GM. Donc ce sont aussi des groupes isomorphes à Z puissance R, mais ce ne sont pas les mêmes groupes. C'est deux groupes abéliens duaux. Et dans le sens qu'on a, une forme bilinéaire non dégénérée qui vient du fait qu'on peut, partant de GM dans T, et puis on revient de T dans GM, ça nous fait un homomorphisme de GM dans GM qui est l'élévation, la puissance d'un entier. Ça nous donne cette forme bilinéaire non dégénérée. Et donc, l'action adjointe de T sur l'algèbre de Lie de G est forcément diagonalisable, comme lorsque tous les tores sont des espaces vectoriels. Donc on a une décomposition de G en des sous-espaces propres. D'abord, on a l'espace de poids 0 qui n'est que l'algèbre de Lie de T. C'est un sous-groupe de cartons et une somme directe sur un certain ensemble alpha. C'est l'ensemble des racines G alpha. Donc G alpha et phi est un sous-ensemble fini de lambda check, le groupe de caractères, et donc ici T est l'algèbre de Lie de T, du tore T, et pour tout alpha dans phi, G alpha est l'espace radicien de poids alpha et de dimension 1. Voilà. Et la théorie des groupes réductifs sur un corps algébriquement clos nous permet de construire un ensemble des coracines. Donc on a un ensemble phi check un sous-ensemble de lambda, donc l'ensemble de coracines
et qui est muni d'une bijection entre phi et phi check. Donc à chaque racine alpha, on peut associer une coracine alpha check de sorte que le produit scalaire de alpha et alpha check est égal à 2. Et avec des coracines, on pourrait former des réflexions. Donc, on a un S alpha qui va de lambda check dans lambda check par la formule de réflexion, donc S alpha de X et X moins X alpha check alpha. Et on a la même formule pour les groupes de co-caractères. Et les axiomes usuels fait que les S alpha engendrent un sous-groupe fini W, le groupe de Weil, des automorphismes de lambda, qui est aussi le groupe le normalisateur de T divisé par T. C'est un groupe de réflexion, parce qu'il est engendré par des réflexions. La donnée de B, finalement, la donnée de B, du groupe de Borel B, donne lieu à un sous-ensemble d'enta, ensemble de phi. D'enta, c'est l'ensemble de racines simples. Dans le sens que toutes les racines alpha qui soient telles que l'espace radiciel de G alpha soit inclus dans l'algèbre de Lie de B, soit une combinaison entière positive des racines simples et l'écriture soit unique. Donc voilà, avec ces données, on a donc l'association qui envoie G dans la donnée combinatoire psi qui consiste en des lambda et lambda check bien sûr et puis phi dans lambda check et phi check dans lambda et l'ensemble des données radiciennes satisfaisant les axiomes ci-dessus induit une bijection entre l'ensemble des groupes réductifs sur F bar et l'ensemble entre l'ensemble des et l'ensemble des données radicielles avec base. Donc, les données radicielles avec base avec ces structures combinatoires. Il y a lambda, lambda check, phi dans lambda check et phi check dans lambda. Et satisfaisant toutes ces conditions que j'ai mentionnées précédemment. En fait, ce n'est pas seulement une bijection, c'est plus, c'est en fait c'est même une équivalence de groupoïde.
Si on fait un foncteur, des groupes réductifs entre le groupe POIT des groupes réductifs à isomorphisme et le groupe POIT des données radiciennes avec base, dans le sens que pour tout G, on a aussi un homomorphisme, des automorphismes de G vers les automorphismes de données radicielles. Et qu'on va appeler ceci le groupe des out de G, donc les automorphismes extérieurs de G. En fait, on a une suite exacte donc ici, ceci est un homomorphisme surjectif. Et le noyau, c'est des automorphismes intérieurs de G, qui est la même chose que les groupes adjoints, des groupes des F bar point de groupes adjoints de G. Ça, c'est donc on a le groupe automorphisme de G est une extension des groupes des automorphismes extérieurs qui est discret. C'est des groupes automorphismes de données radiciennes avec base par un groupe continu, c'est le groupe de F bar point. Enfin, ici, on voit comme un groupe discret, de groupe F bar point de groupe adjoint. Enfin, un groupe de nature continue, d'origine continue. Voilà. Maintenant, avec cela, avec cette... on peut parler des formes. On peut parler des formes de G sur le corps F. Donc, si vous voyez, si on note A, l'anneau des coordonnées, donc G est un groupe sur F bar. On a A, l'anneau de coordonnées de G, c'est des fonctions régulières sur G. Donc c'est un anneau qui est muni de multiplication, aussi bien que la commultiplication provenant de structure du groupe de G. Et tout ça, ça fait donc un algèbre de Hopf. Algèbre de Hopf. Et on va considérer le groupe des automorphismes de A au-dessus de F. Donc les automorphismes de A comme une algèbre de Hopf. Les automorphismes qui préservent aussi bien la multiplication que la commultiplication. Donc voilà, c'est les automorphismes sur F de G. Donc on remarque que puisque A est un anneau, A est un domaine, est un anneau intègre, c'est facile de voir qu'un automorphisme de A qui préserve F
préserve aussi f bar. Donc si sigma, si delta est dans automorphisme de f de A, alors delta de f bar est f bar. Donc préserve, et donc il induit, ceci induit ça induit donc un homomorphisme de groupe de automorphisme de f de G vers gamma de f, vers le groupe de Galois de f. Qu'on appelle gamma de f. Donc le noyau est donc le noyau, c'est le groupe des automorphismes de G sur f bar. Donc on a donc la suite exacte. Donc, il s'agit de deux suites exactes qu'on doit tenir compte si on veut étudier les formes de G sur F. D'abord, la suite exacte des automorphismes de G sur F bar qui donne la structure de ce groupe comme l'extension du groupe des automorphismes extérieurs par le groupe des automorphismes intérieurs. Et ensuite, le groupe des automorphismes de G sur F. Maintenant, c'est une extension du groupe de Galois par les groupes des automorphismes de G sur F bar qui étaient décrits précédemment. Maintenant, on remarque que si une forme de G sur F est donnée par une algèbre de Hopf, AF tel que AF tenseur F, F bar et A. Alors une telle donnée, cette description nous donne un homomorphisme de groupe de Galois de gamma sur F sur automorphisme de A. Donc on a une forme, ça nous donne un scindage de ces suites exactes. Donc une forme un scindage de ces suites exactes. Et on remarque qu'il y a l'existence de la forme déployée de Chevalley. Donc on fait à partir d'une donnée radicienne avec base, on peut construire un groupe sur F qui est déployé, dans le sens qu'il a un temps maximal déployé avec un sous-groupe de Borel qui le contient. Et en fait, ces formes déployées ont été construites sur Z, sur un des entiers par Chevalley, et pas seulement sur les corps. Et donc, cette forme donne lieu à un scindage qu'on note si 0. Donc ici, elle doit donner si. Et la différence entre deux formes, donc entre deux scindages,
Ci et Ci0 est mesuré par un cocycle. Donc gamma qui va de gamma F dans, maintenant ça va dans le noyau ici, dans l'automorphisme sur F bar de G, donné par gamma de F, c'est littéralement la différence. Gamma de sigma est égal à Ci de sigma et Ci0 de sigma moins 1. Et puisque les Ci et Ci0 sont des homomorphismes de groupe, ce scindage est un cocycle. Et en plus, si les deux scyndages, donc Ci et Ci prime, Ci prime, donnent lieu à gamma et gamma prime qui sont cobords, alors les formes sont isomorphes. Les formes Ci seulement Ci, les deux cocycles sont cobords, Ci seulement Ci, les formes correspondantes sont isomorphes. Donc on voit bien que donc les formes, ça implique que les formes de G sur F est la même chose que le groupe de cohomologie galoisienne de H1 de gamma F sur ceci. Où l'action se fait par Ci0, par la forme comme la forme de chevalet, le point de base. Donc pour chaque gamma ici, on a sa classe, donc on a classe de Ci. Et donnée par la classe de gamma du cocycle gamma modulo du cobord. Donc la relation équivalente du cobord. Voilà. Maintenant, on note que on utilise le premier suite exact. On a bien une flèche de H1 dans H1 de gamma F dans le groupe des automorphismes extérieurs de G. Et ici l'axiome trivial. Donc l'axiome de gamma F sur automorphisme F bar de G via la forme déployée de chevalet, il n'est pas trivial, mais sur la partie discrète, sur l'axiome sur les données radicielles est trivial. Et donc ceci est la même chose, puisque l'axiome est trivial, c'est la même chose que les homomorphismes continus. Donc, de gamma F dans ce groupe divisé par la conjugaison. Donc la relation d'équivalence de cobordante est équivalente à la conjugaison ici. Donc ici c'est des homomorphismes continus. Donc, à chaque forme GF, on aura la classe de Ci, on aura le scindage Ci, on aura la classe de Ci dans H1 de gamma F dans automorphisme de F bar dans G, et on a la classe extérieure
dans le H1 de gamma F hors de G, qui s'appelle le homomorphisme. Et du fait que, en fait, j'ai oublié de dire qu'ici, cette suite exacte est scindée. Si on se donne le T, le B et des vecteurs radiciennes, on aura un scindage de suite exacte, de sorte qu'on a aussi une section de cette flèche. Donc cette flèche de H1 est donc surjective. Donc chaque est la section, et c'est la forme quasi-déployée associée à une forme quelconque. Okay. Donc on a pour chaque forme de G sur F, on peut construire une forme quasi-déployée associée. Et la différence entre une forme et sa forme quasi-déployée est une torsion intérieure, parce que le noyau de cet homomorphisme se trouve ici. Et il faut simplement ne pas faire attention à ce que la torsion intérieure dépend de la forme quasi-déployée. Donc cette flèche-là est surjective, les fibres ne sont pas exactement les mêmes. Les fibres de cet homomorphisme et les H1 de G adjoint, mais tordues par la forme quasi-déployée. Voilà. Et on n'a pas trop à creuser là-dessus, parce qu'on s'intéresse essentiellement au cas où F est le corps des fonctions rationnelles d'une courbe, où K est un corps algébriquement clos. Dans quel cas, on sait que le H1 de gamma F sur le G adjoint, F bar, pour n'importe quelle action, est 0, d'après Stem de Sternberg. Dans quel cas, dans ce cas, on a donc les formes, toutes les formes sont quasi déployées. Donc on a la classification des formes de G sur F par les données purement combinatoires. Enfin, il y a quand même le groupe de Galois, donc c'est les homomorphismes continus de groupe de Galois dans les groupes des automorphes extérieurs de G à conjugaison près. Voilà. Et donc, à chaque GF, on va associer le C out qui va un homomorphisme de gamma F dans A de G. Et donc, la donnée d'un groupe réductif sur F est la même chose que la donnée d'une donnée radicienne munie d'un homomorphisme continu du groupe de Galois dans le groupe extérieur. Donc c'est essentiellement un sous-groupe fini de celui-ci. Ce groupe n'est pas toujours fini. Dans le cas des torts, ce n'est pas fini, mais c'est un groupe discret. Il peut contenir beaucoup de sous-groupes finis et une surjection du groupe de Galois vers ce groupe fini. Donc voilà la classification des groupes réductifs sur le point générique d'une courbe sur un corps algébriquement clos. Maintenant, on va passer à un schéma en groupe. C'est toujours sous l'hypothèse que K est algébriquement clos. On va faire comme c'est des schémas en groupe. Sur X. Donc G vers X est un schéma en groupe lisse de Tiffany
de fibre générique réductif. Alors donc la fibre générique de G est donnée par la donnée combinatoire et galoisienne ci-dessous. Donc on a un C-out de G du groupe de Galois du corps global, du corps des fonctions, vers les automorphismes des données radiciennes. Il suffit maintenant de décrire, donc d'après le théorème en utilisant le théorème de recouvrement formel, de Bovin et Laszlo, puisqu'on a pas de Bovin et Laszlo, on peut connaître des modules T réguliers avec si on met des structures comme de co-algèbre, des co-multiplications, des algèbres de Hopf, tout ça c'est compatible. Donc on peut aussi bien recoller des groupes. Donc cela, une fois qu'on s'est donné la fibre générique de G, il suffit de construire, il suffit de donner le G, Gx, c'est les schémas en groupe sur le disque Fortman X, on a un nombre fini de points. En particulier des points ou de ramification de cet homomorphisme. Cet homomorphisme, il se factorise par le groupe fondamental étal, ben c'est un ouvert. Donc il faudrait donner, donc ce schéma en groupe serait donné réductif, donné sur cet ouvert. Donc il faudrait donner la structure de groupe sur le disque formé dans le complémentaire. Et peut-être quelques points dans l'ouvert aussi. Alors, ceci est donc Gx maintenant est un schéma en groupe liste de type fini sur le disque Fortman XX dont la fibre générique est réductif. Alors ces groupes sont bien étudiés, classifiés par Brouillard et Titz. Pour les travaux de Brouillard et Titz, vous voyez, il est essentiellement déterminé par le groupe de points. Donc on a le Gx, le groupe Gx de OX dans Gx de Fx est un sous-groupe borné. Dans le sens, si vous évaluez n'importe quelle fonction sur Gx, sur le corps des Fx, si on restreint à cet ensemble, on obtient l'image, c'est un sous-ensemble borné de Fx, donc c'est-à-dire l'évaluation reste bornée sur cet ensemble. Et inversement, on a l'anneau des supposons que Gx est plat sur OX, sur XX, alors l'anneau des coordonnées de Gx sur OX, c'est simplement les fonctions f
sur la fibre générique, donc de fx de gx, tel que la restriction de f, tel que pour tout g dans g de ox, on a on évalue f, on a f de on évalue f à g, en le point g, on obtient un entier. Voilà. Donc on a une correspondance parfaite entre les sous-groupes bornés de g de fx et le schéma en groupe là. Le Boyatis s'appelle des sous-groupes étoffés. Et en particulier, si on note B, l'immeuble de Boyatis pour tout point B dans B, on a un sous-groupe, disons K de B, de stabilisateur de ce point. Et donc, on a le schéma en groupe correspondant, donc ça c'est un sous-groupe borné. Donc des points qui stabilisent le point donné de l'immeuble. Et donc, on a un sous-schéma en groupe, un schéma en groupe lisse, enfin ici il est lisse, sur XX. Et en fait, il est même. Donc la fibre générique est réductif. Et il existe donc un sous-schéma en groupe ouvert, G0XB. Donc on enlève, on garde que la composante note dans la fibre spéciale. Donc c'est un schéma en groupe. En groupe lisse de Tiffiny et à fibre connexe. Et ceci s'appelle le groupe le schéma en groupe de Boyatis. Il faut bien faire attention qu'il y a deux versions, ou bien connexe, fibre connexe, ou bien tout le schéma en groupe. Et en général, c'est le schéma en groupe à fibre connexe et apparaissent plus, mais il faut se souvenir quand même qu'il y a qu'un schéma en groupe qui est un peu plus grand. Et d'après la théorie de Boyatis, c'est que n'importe quel schéma en groupe lisse et de Tiffiny, il existe un schéma en groupe de Boyatis de cette forme, donc il y a un GB. Parce que ce sous-groupe GXOX va stabiliser un certain point de l'immeuble, ce qui fait qu'on a un morphisme de groupe de GX dans GXB, qui est un isomorphisme fibre générique, et qui s'est dégénéré dans la fibre spéciale. Et en particulier, si GX a des fibres connexes, alors GX va se factoriser par G de XB0 par le schéma en groupe de Boyatis. Donc voilà la description essentiellement complète des schémas en groupe. Sur la fibre générique, on a une donnée essentiellement combinatoire qui consiste à donner des radiciels avec une donnée galoisienne, un homomorphisme du groupe de Galois du corps de fonction rationnelle F vers les autogroupes, les automorphismes des données radiciennes. C'est le C-out. Et dans le cas où le corps de bas est algébriquement clos,
cette donnée classifie complètement les fibres génériques de G. Et pour avoir tout schéma en groupe, on doit, à partir des fibres génériques, on doit en quelque sorte étendre le schéma en groupe lisse sur les disques formels. Et d'après Brouillard-Titz, ça consiste essentiellement à trouver des sous-groupes bornés de GXFX. Et parmi les sous-groupes bornés, il y a ceux qui sont maximaux en quelque sorte, donc ceux qui stabilisent un certain point de l'immeuble B. Et là, il y a une distinction un peu subtile à faire entre le schéma en groupe lisse, le groupe de Brouillard, schéma en groupe lisse et le schéma en groupe lisse à fibre connexe. Donc le Brouillard-Titz, comme on comprend souvent le schéma en groupe de Brouillard-Titz, c'est ceux qui s'obtiennent des stabilisateurs d'un point de l'immeuble et puis prendre la partie neutre. Et tout le schéma en groupe va s'injecter dans le schéma en groupe de Brouillard-Titz, comme ceci. Donc on a parlé des classifications des schémas en groupe lisses de Tifini sur une courbe. Définition d'un conjugement clos. Le cas des tors est très important et particulièrement simple. Pour un tore, donc il s'agit seulement du groupe de caractères, du groupe cocaractère, il n'y a pas de racine. De sorte que sur la fibre générique, le tore est donné par un homomorphisme continu du groupe de Galois du point générique vers le groupe des automorphismes du groupe de caractères, donc c'est le GNLN de Z. Sur les disques formels, la théorie de Brouillard-Titz est aussi particulièrement simple, parce que dans ce cas-ci, l'immeuble de Brouillard-Titz est réduit à un point. Donc, il n'y a plus de choix des points dans l'immeuble, parce qu'il n'y a pas qu'un seul point. Et dans ce cas-ci, le groupe de Brouillard-Titz, le schéma en groupe de Brouillard-Titz coïncide en fait avec ce qu'on appelle le neurone connexe. Donc, pour tous les modèles de schéma en groupe lisse sur un disque formel, dont la fibre générique est un tore, s'injecte canoniquement dans le modèle néon connexe. Donc, vous voyez que la théorie du modèle néron, qui s'applique dans le cas des variétés abéliennes, se généralise aussi dans le cas du tore. Donc, il y a un problème, bien sûr, à le généraliser au cas de groupe réductif à cause de l'immeuble. Donc, l'immeuble, il y a beaucoup de points, donc la théorie marche un peu moins bien. Mais on peut quand même faire des choses comme j'ai expliqué. Maintenant, on est en mesure maintenant de discuter l'espace de G fibré sur la courbe et aussi ces contreparties locales qui sont des Riemanniennes affines de façon absolument générale. Donc d'abord, la Riemannienne affine Q de G, où maintenant G est un schéma en groupe, lisse de Tifini et de fibre générique réductif. Et donc on peut considérer le foncteur Q de G. C'est un foncteur qui associe à toute K-algèbre R le quotient, l'ensemble quotient de G de R double parenthèse T divisé par G R double crochet T. Donc on rappelle que R double crochet T c'est le complété formel de RT. Donc c'est par la topété adique. Donc c'est l'anneau de série formelle à coefficient dans R et de variable T. Et RT-1
RT parenthèse CRT, double crochet, on inverse T. Donc ce n'est pas un corps. Dans le cas où R est un corps, alors R double parenthèse T est un corps de série de Laurent, de série formelle de Laurent. Sur un anneau, ce n'est plus du tout le cas. Mais néanmoins, on peut considérer ce quotient. Et ça, c'est la Rachmaninoff affine du schéma en groupe G. Donc, il y a beaucoup de noms. En général, la Rachmaninoff affine est plus souvent considérée, associée à un groupe constant, un groupe défini sur le corps de base petit k. Et ici, je considère une 4 plus large. La Rachmaninoff affine associée à un schéma en groupe lisse sur disque formel. Donc ça comprend aussi bien les Rachmaninoff affines usuelles, les variétés de rapport affines et d'autres cas aussi. Et ici, on a un théorème et que ce QI de G est représentable par une limite inductive de K schéma de Tifini qui forme un système dans lequel les flèches sont des immersions fermées. Autrement dit, QG est un in-schéma. Dans ce sens. En plus, dans le cas où si G est un groupe Bourriat-Titz, si G est un schéma en groupe, de Bourriat-Titz, donc qui est maximal dans un certain sens, alors Q de G est un in-schéma in-projectif. Donc la démonstration de ce théorème se ramène au cas GNLN. Donc la démonstration se ramène au cas de la Rachmaninoff affine des réseaux qui étaient considérés précédemment. Pour s'y ramener, on a un lemme dû à Papas et Rapoport. Il est peut-être connu d'avant, mais il était énoncé explicitement dans un article relativement récent de Papas et Rapoport. Il dit que si G est un schéma en groupe, plat et de Tifini sur le disque formel XX, alors il existe un plongement, donc un homomorphisme ou un morphisme de schéma en groupe
rho de G dans GLN qui est une immersion fermée. Donc c'est vraiment un sous-groupe, un sous-schéma en groupe. Et tel que le quotient G sur rho de GLN sur rho de G soit un schéma quasi-affine. Oui, on a discuté dans le cours précédent, l'hypothèse de quasi-affine implique de finitude de fib G dans fib GLN. Donc ici, on va l'exploiter. Donc avec ce lemme de Papas et Rapoport, on a donc un morphisme de Q de G vers Q de GLN, donc Q de N, donc c'est la race manière de réseau de rang N, et qui réalise Q de G comme un sous-schéma localement fermé. De Qn. Donc ce qui fait que Q de G, comme c'est localement fermé, on a démontré que Q de N est une limite inductive de schémas projectifs qui s'injectent les uns dans les autres par des immersions fermées. Alors la partie qui correspond à Q de G correspond à chaque rang, à chaque stage, un sous-schéma localement fermé. Donc on obtient bien des cas schémas de T fini, mais qui ne sont pas forcément projectifs parce qu'on a seulement des immersions localement fermées au lieu de fermées. Mais dans le cas où G est brouillatiste, un schéma de brouillatiste, donc c'est des schémas en groupe maximal, dans un sens raisonnable, alors on peut démontrer par le même procédé que Q de G vers Q de N est une immersion fermée. Donc on a ici, maintenant, on a bien une structure algébrique. On a pour tout schéma en groupe G, lisse, même plat, de type fini sur le disque formel. On a pour définir la race manière affine comme ce foncteur. Et, pardon, ici je dois faire ce n'est pas littéralement ce foncteur, mais c'est le faisceau associé. À ce préfaisceau. Comme des quotients, c'est rarement des faisceaux, on doit le faisceautiser et ça ne pose pas de problème, c'est seulement un problème de localisation. Voilà. Et maintenant, on a bien un objet géométrique, c'est la race manière affine de Q de G, du schéma en groupe G. Donc, on peut considérer la question comme de calculer le groupe de composantes connexes, pi0 de Q de G. Donc ici, sous l'hypothèse que K est algébriquement clos. Alors, le cas le plus simple, c'est G égale à GM. Alors, dans ce cas-ci, Q de GM, Q1, sur les points, c'est F croix sur O croix. Donc c'est essentiellement Z. Ce n'est pas littéralement ceci. Vous voyez que
ce n'est pas un schéma, on a cette égalité après avoir tué les nilpotents. En fait, le Q de GM a beaucoup de nilpotents enfin une infinité de nilpotents dans son anneau structural. Mais après avoir enlevé ces nilpotents, considéré le réduit associé, on trouve bien l'ensemble discret Z. Et on a, en tout cas, on a pi 0 de Q de GM et Z. Si on compte, dans le cas des tors, dans le cas des tors, on a donc G est un tore, est un schéma en groupe liste sur X de X à fib connexe. Donc un fib générique. Donc le fib générique est un tore. Donc de groupe de caractères lambda. Et donc il a aussi la partie galoisienne est donnée par l'homomorphisme de rho de le groupe de Galois de fx dans les automorphismes de lambda. Et j'insiste sur la partie fib connexe. Le calcul des groupes de composants connexes de Rachmaninoff se fait mieux par les fibres connexes. Parce que, en fait, il est indépendant du schéma en groupe. On peut se ramener au cas de schéma en groupe de Néron. Donc, quand c'est la fibre connexe, on peut remplacer G par le modèle de Néron connexe de T, donc qui est le schéma en groupe Boyatis associé à tore T. Et donc on a et dans ce cas-là, on a que pi 0 de Q de T et le groupe des co-invariants des groupes de co-caractères par les groupes de Galois. Donc c'est un résultat qui est essentiellement lié au Kottwitz. Avec au moins une démonstration entièrement basée sur les idées de Kottwitz. D'abord, vous pouvez considérer les tores induits. Les tores induits sont des restrictions à la veille de GM à partir d'une extension ramifiée du corps de base. Et dans ce cas-ci, on se ramène au cas GM et on retrouve Z. Donc pour les tores induits, le groupe de composants connexes de Rachmaninoff est Z. On a un foncteur de catégorie des tores sur fx sur le disque formel pointé vers le groupe abélien qui satisfait deux propriétés. La première est qu'il est exact à droite, qui est facile à voir. Et la deuxième propriété, c'est que lorsqu'on restreint au cas des tores induits, eh bien on trouve Z. Et dans ce cas-ci, il y a un argument de Kottwitz qui est relativement facile, qui permet que la seule possibilité c'est donnée par cette formule. Donc le groupe de composants connexes de Q de G, c'est ρ de gamma de fx. Et maintenant, il y a un autre cas qui est important, c'est lorsque G est, sur X est un schéma en groupe à fibre connexe. Et si la fibre générique est un groupe semi-simple, est simplement connexe,
Alors, dans ce cas-ci, on peut démontrer que pi0, la race manière affine est connexe, qui correspond vraiment à la même chose que le théorème de Kneser, qui dit que la cohomologie galoisienne des groupes d'un groupe semi-simplement connexe est triviale. Donc en général, dans le cas général, donc G vers X, un schéma en groupe de type fini, liste de type fini, fibre connexe, donc la fibre spéciale connexe, et la fibre générique, et réductif. Alors on peut se ramener au cas de une combinaison au cas du tore et le cas simplement connexe. Et on trouve cette formule pour pi0 de Q de G. C'est lambda divisé par le réseau engendré par les coracines. C'est le groupe de connexion de la forme quasi-déployée. Et ensuite, on doit prendre l'image de ρ du groupe galois de Fx. Donc ça, c'est la formule qu'on va utiliser tout le temps. C'est une formule importante pour nous. Et là, il y a dans le cas où le corps de K est un corps fini, eh bien, il y a une relation entre le groupe de cohomologie galoisienne avec le groupe de composants connexes, vraiment simple. C'est que la cohomologie galoisienne de Fx de G, c'est la même chose que la partie torsion dans les co-invariants de ce groupe de composants connexes par, maintenant il n'y a plus que l'action de Frobenius. Voilà. Donc on a une description complète des groupes de composants connexes de la race manière affine pour la race manière affine associée à n'importe quel schéma en groupe, liste de type fini sur le disque formel du moment que la fibre spéciale est superconnexe. En général, on peut même enlever l'hypothèse de fibre connexe au prix de certains cas de suite exact qui n'est pas bien difficile. Mais il faut bien réaliser que en fait, c'est ce groupe de composants connexes qui va remplacer, qui est en quelque sorte l'incarnation géométrique de la cohomologie galoisienne, comme on a considéré dans le premier cours, et les deux sont reliés par cette formule. Donc, une formule pas complètement évidente. On doit d'abord prendre les co-invariants sous Frobenius, ensuite prendre la partie de torsion. Donc la cohomologie galoisienne il ne reflète que la partie de torsion, en quelque sorte. Bien, et puis on peut parler aussi de dimension. Donc ça, en général, ça n'a pas beaucoup de sens parce que comme la race des réseaux est une dimension infinie, vous voyez bien qu'il y a... Mais la dimension a un sens lorsque pour les schémas en groupe torique, donc pour les quand T est sur X de X et un schéma en groupe, lisse de type fini, donc fibre générique, dont la fibre générique est un tore, alors la dimension de la race manière affine de T est finie. Et on va noter ce nombre delta de T.
c'est l'invariant delta de t. Pourquoi j'appelle ça delta? Parce que ça correspond vraiment au cas de l'invariant delta de serre. Vous voyez, si on a y sur xx un revêtement fini et plat du disque formel. Donc, y n'est pas forcément normal. Et si t est la restriction à la veille de y à xx de gm, alors l'invariant delta de la race Riemann-Affine de ce t est vraiment, c'est la même chose que l'invariant delta de y. C'est l'invariant delta de serre qui mesure la différence entre y et sa normalisation. Donc c'est un invariant delta qui est très important, qui va revenir sans arrêt dans la suite, dans notre étude de fibre de Hitchin. Donc il a un ensemble fini dans le cas des tors, dans le cas où liste de type fini de fibres génériques réductifs sur la courbe X. Et on considérait le foncteur fibre G qui est associé à tout K schéma S, le groupoïde des G fibrés sur X fois S. Donc, c'est un champ algébrique. Et si on se donne comme dans le lemme de Papas-Rapoport, une représentation, donc une rho, qui est dans GLN, tel que donc un homomorphisme de schéma en groupe qui est une immersion fermée. Donc ρ est une immersion fermée. Et on suppose aussi que GLN divisé par ρ de G est quasi-affine. Alors on a un morphisme de fibre de G vers fibre de N qui est un morphisme de type fini. Donc c'est ce qu'on a déjà évoqué dans le cours précédent. Maintenant, c'est un champ algébrique, mais on peut aussi former un ouvert de ce champ qui ressemble le plus possible à un schéma. Donc on dit qu'un G fibré E sur X est stable si le fibre vectoriel
at de E, donc il s'obtient à partir de E en poussant par la représentation adjointe. Avec at, c'est la représentation adjointe de G, donc Gn de Lie algebra d'algèbre de Lie de G. Si at E est un fibré vectorien stable, alors on a les fibres G stables, donc ils classifient des G fibrés qui sont stables, est un sous-champ ouvert de fibres G, comme dans le cas GLN. D'ailleurs, ça se ramène au cas GLN par la représentation adjointe, dans le sens où si on évalue sur un schéma test quelconque les points du schéma test qui donnent lieu à un fibré stable, un G fibré stable, forment un sous-schéma ouvert. Et donc, en les mettant tout ensemble, on obtient un sous-champ ouvert de fibre G. Et en plus, c'est un fibre G stable est un champ de Deligne fort. Qui est essentiellement les groupes d'isotropie sont des groupes finis. Et on a aussi le fibre G stable souligné. C'est un schéma, on a un schéma canonique, un schéma sous-jacent qui est de T fini sur K. Et on peut aussi calculer la dimension. On a fibre G est lisse et de dimension moins la quasi de les points carrés de X et le fibre adjointe. Par le même calcul de déformation usuelle. On a la formule de dimension, donc ça dépend, ici ça dépend du système de racines et ça dépend du genre de la courbe. Et on a aussi le calcul important de pi 0 de fibre de G qui est entièrement parallèle au calcul local. Et on peut trouver que dans le cas GLN, on a dit que les fibres dans le groupe des composants connexes de l'espace de module des fibres de rang n est isomorphe à Z. Et en général, on a la même formule que là-bas. On a bien, ici, on doit supposer que G est un fibre connexe. Alors, on a le lambda divisé par Z phi et les invariants sous l'image du groupe de Galois global, nommé K algébriquement clos. Dans le cas de K confini, on voit que ce groupe de composants connexes est relié au. Ici, c'est le rho out. Bien sûr, c'est l'homomorphisme qui des groupes de Galois dans le groupe des automorphismes extérieurs de G. Et il faut remarquer que ce groupe est relié à des groupes d'obstruction donc homologie galoisienne qu'on a considéré auparavant, c'est-à-dire qu'on a le coker de H1FG, donc lorsque K est un corps fini. On peut montrer que le coker est la même chose que
que la partie de torsion du groupe des invariants de ce groupe de composantes connexes sous le groupe de Galois, sous le Frobenius. Le Frobenius. Donc on a l'histoire locale et l'histoire globale se couplent en parallèle. Dans le cas local, le groupe de composantes connexes est relié à la cohomologie galoisienne H1 de G en prenant les invariants sous Frobenius de pi0 et prenant la partie torsion de ces invariants. Dans le cas global, la partie de torsion dans le coinvariant sous Frobenius de pi0 est le conoyau. Le conoyau, le coker 1, qui a apparu dans le problème de comptage que j'ai développé à la fin du premier cours. Vous voyez, on a des objets géométriques qui sont exactement, qui est même plus riche, mais qui donne toutes les informations sur les cohomologies galoisiennes. Et l'avantage de la géométrie ici, l'avantage essentiel en fait de trouver la géométrie, et en fait ces choses qu'on peut se mettre en famille. Il est impossible de mettre les groupes de cohomologie galoisienne ou les coker A en famille, alors que ce groupe de pi0 de fibre G peut très bien se mettre en famille, et c'est l'un des aspects essentiels, surtout dans le cas des tors qu'on va voir dans l'étude de la fibre de Hitchin.